Bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Les mots sont des pistolets chargés, disait un certain Jean-Paul Sartre. Et alors, comme chaque semaine, on débriefe pour vous ce que ces pistolets ont pu décharger ces derniers jours. Tour d'horizon plutôt bariolé aujourd'hui, de l'agriculture à la justice, des batailles partisanes aux promesses de l'économie, des ambitions électorales aux émotions brutes du football. Chaque déclaration révèle quelque chose de particulier et c'est dans le sous-texte que souvent se cache le détail, mais aussi l'enjeu, un enjeu plus grand que la phrase elle-même. Lecture minutieuse entre les lignes. Ce soir, en compagnie de nos invités. Bonsoir Mostafa Sreni. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur de droit. Toujours un plaisir de vous accueillir. Comment fut votre semaine, Sreni? Chargé parce qu'il y a le foot, évidemment, et on est tous polarisés sur ça, avec des horaires invraisemblables, etc. Oui. Mais c'est un moment particulier que nous vivons et que nous allons vivre, j'espère, encore dans les meilleures conditions d'ici le 19 juillet. Inch'Allah, et de retrouver notre équipe nationale ce 19 juillet en finale, Inch'Allah. Bonsoir Khadija Idrissi Janati. Bonsoir. Bienvenue à vous sur le plateau de questions du débrief. Nous sommes vendredi, vous êtes spécialiste en affaires publiques et en communication stratégique. Marhaba bik avec nous. Comment a été votre semaine? Très bien, très bien. Bon, la chaleur, donc on est plein dans l'été et puis bon, effectivement rythmé par les différentes rencontres sportives, mais aussi on sent que la campagne électorale a bien démarré. Ah oui. Donc voilà, pas mal de choses dont sur certaines on va réagir. Certainement, on va les commenter. On va commenter ces sorties de pas tous les partis politiques, mais en tout cas ceux qui se sont démarqués cette semaine. Hicham Ben Saïd Alaoui, vous êtes aux anges, c'est la Coupe du Monde pour un footeux comme vous. Comme nous tous, je dirais, pour paraphraser Jean-Paul Sartre aussi, qui disait que tout ce que je sais de la morale et des hommes, je dois au football. Ah. Donc là, effectivement, euphorique. On le serait à moins. Ah oui, et vous savez, et c'est d'autant plus d'actualité que on parle de morale et d'hommes et de football. Je crois que cette semaine, on a vécu vraiment une semaine où tout ceci s'est cristallisé clairement, devant le monde entier. On va y revenir, mais on va commencer avec, bien sûr, ce grand oral du chef du gouvernement à la Chambre des conseillers. Cette semaine, il a répondu aux critiques et, bien sûr, M. Aziz Akhannouch a défendu la stratégie agricole, notamment ce plan Maroc vert. Le chef du gouvernement a déclaré que le plan Maroc vert a constitué un véritable tournant stratégique dans le développement de l'agriculture marocaine et a permis de renforcer la résilience de notre système agricole face aux crises successives. Dixit Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, et faut-il aussi le rappeler, anciennement ministre de l'Agriculture. Mostafa Sreni, on commence par vous. Commentaire. Bien, M. Aziz Akhannouch a été ministre de l'Agriculture depuis 2007 jusqu'à 2021, ça fait 14 ans. Donc, évidemment, il est dans un discours d'autosatisfaction, d'autant que maintenant, il est chef de l'exécutif. Alors, ce plan Maroc vert est intéressant. D'abord, il a été préparé par qui? Par un cabinet conseil étranger, il faut le dire. C'est pas une production locale. Production, donc, importée d'un grand cabinet international qui est connu. Ensuite, il y a un bilan. Alors, le bilan, il faut être juste et nuancé. Le bilan, c'est dans le cadre de la politique de modernisation de l'agriculture nationale. Donc, c'était moderniser et puis prendre un certain nombre de mesures. Le bilan, c'est un PIB agricole qui a été multiplié par 2 pour la période 2008-2020, des exportations multipliées par 2,4, des investissements de 150 milliards de dirhams, et puis les terres irriguées qui sont passées de 160 000 hectares à 600 000. Ça, c'est des acquis. Les critiques qui portent sur le plan Maroc vert ont conduit à un autre plan, ce qu'on appelle le plan Green Génération, etc., 2020-2030. Pourquoi? Les critiques portent essentiellement sur quoi? Sur le bilan social et le bilan environnemental. Alors, la critique de fond qui est faite à ce plan Maroc vert, et elle est celle-ci, elle se décline sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que ça a profité aux grandes exploitations. Grandes exploitations, d'où les résultats à l'export, tout ça, etc.
C'est un peu la même chose aussi pour le cheptel. C'est-à-dire que si on prend la critique majeure vis-à-vis de cette enveloppe, la dernière en date, de cette enveloppe qui a été destinée aux éleveurs, eh bien on remarque que ce sont les plus gros, finalement, qui ont profité de cette aide de l'État pour reconstruire notre cheptel national. Vous avez raison de le relever. Avec ceci en complément, si vous le permettez, c'est le fait que ça a profité de manière inégale aux différents territoires du royaume. Aussi. Ça a profité, par exemple, à la région de l'Oriental, à la région Souss-Massa, etc. Ça n'a pas profité à d'autres régions, notamment des zones montagneuses. Alors pourquoi cette situation-là? Pourquoi ce différentiel dans les politiques territoriales? Parce que les gros propriétaires terriens ont des lobbies qui se retrouvent auprès d'un certain nombre de centres de décision de l'État et en particulier au Parlement. Il n'y a pas de petits agriculteurs dans la Chambre des conseillers, par exemple, et encore moins dans la Chambre des représentants. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la grosse question du stress hydrique qui a été aggravée parce que les cultures d'exportation sont des cultures qui ont de grandes consommations d'eau. Et ça, on a vu ce que ça donne comme effet. Troisième point, ça me gêne un peu qu'en 2026, le chef du gouvernement, ancien ministre de l'Agriculture, en soit réduit à vanter ses succès pour la période du plan Maroc vert 2008-2020. Alors, intéressant aussi de s'arrêter sur cette phrase. Le plan Maroc vert a permis de renforcer la résilience de notre système agricole face aux crises successives. Hicham Ben Saïd Alaoui. Je pense qu'il faudrait mettre un peu de perspective. Je rappellerai juste que dans les années 80, notre pays a vu l'instauration de la TVA, suite notamment à des conditions climatiques assez exceptionnelles, négativement malheureusement, et que suite à des épisodes de sécheresse, nous avions un tel impact en termes d'inflation, en termes de décroissance du PIB, mais également en termes de mise en place d'une fiscalité renforcée avec la mise en place de la TVA notamment, qui fait que lorsque nous comparons, par exemple, il y a une quarantaine d'années, ce qu'était l'état de notre économie, notamment en termes de PIB agricole, les années de mauvaise pluviométrie, ou si vous regardez la croissance économique, vous aviez une croissance très sinusoïdale. Vous aviez une croissance plutôt favorable les années de bonne pluviométrie, mauvaise croissance, voire décroissance, les années de mauvaise pluviométrie. Donc aujourd'hui, nous sommes dans des standards où, effectivement, ça a été rappelé par le professeur Sahimi, le PIB agricole a doublé. Vous avez des années où, quand il pleut très très mal, vous avez quand même une récession, mais sans que ce soit une décroissance. C'est-à-dire, si on prend une perspective historique sur 40 à 50 ans, l'évolution est patente parce qu'il y a un changement de palier. Mais, bien entendu, dans tout plan, il peut y avoir des griefs et des critiques, notamment ce que vous avez évoqué au niveau... Et des appels à des commissions d'enquête à Hicham Ben Saïd Alaoui. Tout lié, bien sûr. Moi, je rappelle juste que où nous étions et où nous sommes aujourd'hui, il y a une avancée notable, factuelle, lorsqu'on doit comparer. Mais bien entendu, je pense qu'il y a des axes d'amélioration, notamment au niveau du prix de vente de certains produits. La viande rouge. Où est cette commission d'enquête parlementaire sur justement les viandes rouges qui atteignent des prix mirobolants incroyables quand même dans un pays qui, jusqu'à il y a quelques années, était autosuffisant. On n'avait pas besoin d'importer de la viande ovine ou bovine, Hicham Ben Saïd Alaoui, et c'est venu après le plan Maroc vert. Je ne critique pas, mais je pose des questions quand même vis-à-vis de notre modèle agricole aujourd'hui après ce plan Maroc vert et en plein dans le Génération Green. Moi, je rappelais juste où nous étions, où nous sommes arrivés, c'est-à-dire il y a une évolution. Bien entendu, on était autosuffisant. On était autosuffisant en viande et on était autosuffisant en lait. Mais nous avions un PIB agricole qui était inférieur en valeur absolue. Nous n'avions pas les opportunités d'emploi, notamment sur l'agriculture à haute valeur ajoutée, qui perd jusqu'à 700 000 emplois en une année, à cause de la sécheresse. Il faut avoir une où est l'emploi pérenne? Il faut avoir une vision holistique. Je ne vous holistique. prends pas pour le chef du gouvernement. Il faut avoir une vision holistique et voir la configuration globale, comme dirait Alfred Sauvy, le fameux déversement, et le phénomène de l'exode rural, qui n'est pas forcément uniquement lié à la situation dans les campagnes. Moi, tout ce que j'ai dit, nous avions une situation qui, factuellement, en termes de croissance du PIB dans les années 80, lorsqu'il ne pleuvait pas bien, qui est moins bonne que la situation aujourd'hui, mais avec des axes d'amélioration. Et là où je vous rejoins à 300%, je suis très jaloux des pays qui activent les commissions d'enquête de manière un peu plus systématique, sur ce sujet et sur d'autres. Sur ce sujet, là, on parle de subventions à coût de milliards de dirhams. C'est pour ça que pour moi... Et des exonérations. Vous avez parlé de la TVA. Quand le chef du gouvernement parle de l'exonération, de ce que ça a coûté, notamment sur le gaz, pour
rafraîchir un peu ou aider le pouvoir d'achat marocain, 135 milliards de dirhams. Dans ces 135 milliards de dirhams, il y a les subventions pour le gaz. Mais les agriculteurs qui font de la valeur ajoutée profitent aussi de cette compensation sur le gaz. C'est pour ça, moi, j'ai dit, il y a une évolution, il y a quelques sujets, et pour moi, dans l'idéal, parce qu'on ne pourra pas trancher ce débat en 4 ou 5 minutes, c'est activer ce fameux levier de la commission. Parce que moi, par exemple, en France, je suis très friand de ce type de commission, sur l'audiovisuel public, sur le recours à des cabinets de conseil, et vous avez, ça ne se transforme pas forcément en tribunal d'inquisition. Vous avez des partis qui viennent défendre leur position, vous avez d'autres partis qui viennent écouter, vous avez des gens représentant les différents courants politiques qui posent des questions, politisées parfois, apolitiques d'autres fois. Il en sort un livre blanc des recommandations, il en sort des choses qui permettent de faire avancer. Par exemple, après l'affaire Outreau en France, il y a une commission parlementaire qui a permis quelques amendements qui sont encore utilisés aujourd'hui dans des affaires d'une modernité prégnante. Donc, pour moi, bilan factuellement positif d'un point de vue macro, quelques axes d'amélioration que nous connaissons tous, une commission d'enquête qui prendrait 3 mois, 6 mois, 9 mois, je pense que ce serait beaucoup plus pertinent. Écouter tout le monde, vision 360 degrés, se faire une opinion. Mais en 4 ou 5 minutes comme ça... C'est un vœu pieux. Alors justement, un vœu pieux. On en parle aussi parce que la semaine dernière, les partis de l'opposition ont adressé une lettre au groupe de la majorité de la Chambre des représentants pour leur demander d'apporter leur appui à la création de cette commission d'enquête. On a bien sûr le pays, le parti de l'Istiqlal a répondu favorablement, le PAM, donc les deux autres partis de la majorité ont donné leur feu vert pour la création de cette enquête, mais effectivement l'opposition à cette commission d'enquête est venue bien naturellement du parti majoritaire de la majorité, à savoir le RNI. Mais pour le chef du gouvernement, encore une fois, tout ceci, eh bien, ce sont des manœuvres politiques. Pour Aziza Khenouch, les manœuvres politiques ne sauraient fragiliser les institutions de l'État ni remettre en cause les grands chantiers stratégiques du royaume. Bien sûr, le plan Maroc Vert en fait partie. Khadija Janati Idrissi, vous qui êtes spécialiste en affaires publiques, un commentaire sur cette déclaration du gouvernement, un commentaire d'abord sur son grand oral au Parlement cette semaine. Écoutez, on a eu l'occasion sur la première citation de réagir un petit peu sur ce sujet particulier, sans revenir sur le bilan du plan Maroc Vert, parce que je pense qu'il y a eu un début de débat sur ça. Et clairement, les résultats, et surtout quand il parle de résilience, je me pose la question sur ce que veut dire le mot résilience. Quelle est la résilience quand on est toujours très dépendant de la pluviométrie? Où est la résilience lorsqu'on est sur une agriculture non inclusive, où les 80% des subventions, des aides ont profité aux 20% des agriculteurs le plus grand. Donc moi, je ne vois pas la résilience comme un impact de ce plan Maroc Vert, mais effectivement un chef de gouvernement qui a du mal à se défaire de ses casquettes précédentes. Sa casquette précédente de ministre de l'Agriculture, effectivement, il a passé plusieurs années, plus d'une décennie à la tête de ce ministère. Et puis revenir sur un plan, sur une stratégie sectorielle qui, je le rappelle, a été lancée en 2008, il y a bientôt 20 ans. Qui a été la première stratégie du secteur, et trouver pertinent en 2026 de revenir dessus et penser qu'elle a été, on va dire, efficace jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça a besoin réellement d'être nuancé. Maintenant, cette déclaration, que vous venez de citer, personne ne pourrait s'y opposer, on va dire, sur le principe. Personne ne peut remettre en question la nécessité, effectivement, de garder ou de protéger l'indépendance des institutions de l'État, parce que c'est ces institutions qui constituent les socles de la démocratie. Mais dans la réalité, il y a énormément de contradictions que le parti même de la majorité on va dire, qu'il a exprimé, qu'il a mis en avant, et qui remettent en question la sincérité de cette déclaration. Rappelons-nous les différentes réactions aux déclarations du CESE, du HCP. On se rappelle en 2024, lorsque le CESE a sorti son rapport, la réaction notamment du gouvernement en accusant le CESE d'avoir fait coïncider la sortie de ce rapport avec le bilan
du gouvernement, le rapport, et puis rappelons-nous ce chiffre incroyable de 25% des jeunes Marocains sont des NEETs, et effectivement qui a montré les limites factuelles de la politique gouvernementale en termes de création d'emplois. Le HCP, toutes les sorties des déclarations notamment sur les taux de croissance ont toujours été critiquées, fortement critiquées par le gouvernement, et donc je vois une contradiction très claire entre cette déclaration et la réalité sur le terrain, la pratique notamment du gouvernement vis-à-vis de ces institutions. Si on a envie de renforcer les institutions de l'État, il faut au moins leur garantir leur liberté, leur indépendance et liberté d'expression. Il faut les voir comme des outils qui ne sont pas là en opposition au gouvernement, mais qui sont là pour créer un débat sain et fioler un débat sain au sein de la société qui, clairement, sur les 5 dernières années, ce n'est pas du tout ce que nous avions vu sur la scène de débat politique marocain. Notamment au Parlement, et notamment avec des ministres qui n'insistent pas aux sessions de questions-réponses. C'est l'une des critiques aussi de l'opposition. Il n'y a pas ce débat public. Sans parler, bien sûr, de l'absence aussi des médias, des principaux représentants de ce même gouvernement. Non, mais clairement, au-delà de l'absence des ministres, quand bien même certaines sont présents et présentes, mais quand on va analyser les réponses, les prises de parole, on voit que souvent, c'est des choses qui sont déjà préparées, qu'on n'est pas dans une situation où les ministres, certains, pas tous, font preuve d'une vraie maîtrise de leur sujet, font preuve d'une vraie réaction avec les questions qui sont posées, mais on vient avec des notes qui sont déjà préparées et souvent on ne répondra pas à la question telle qu'elle a été posée, mais on va détourner la question pour présenter un bilan ou faire passer des messages qu'on a envie de faire passer. On va dire, c'est un petit peu le jeu politique, mais ce n'est pas ce dont le pays a besoin. En cette période où on est vraiment dans une période où tout le monde doit travailler pour renforcer les institutions politiques et renforcer la démocratie que nous sommes en train de devenir. Alors, tout le monde on est dans une période surtout où tout le monde est en train de travailler pour préparer le prochain scrutin législatif et pour boucler cette mandature. On va enchaîner parce que cette semaine aussi, à la Chambre des représentants, la Commission de la justice a approuvé en deuxième lecture le projet de loi régissant la profession d'avocat. Parallèlement, le Conseil de la concurrence a émis un avis en ce qui concerne nos juristes marocains. Il faut dire que cette mandature aussi, cette législature, elle a connu des sorties assez particulières de notre ministre de la Justice. Mais ce n'est pas lui qu'on regarde de plus près aujourd'hui, c'est le président de l'Association des barreaux du Maroc, Maître Abdel Fattah Zahrache, qui a réagi. N'est-ce pas, Maître Sahimi ? Oui. Là, vous allez mettre votre casquette de juriste. Alors, pour Zahrache, l'avocat marocain se situe à un moment historique. Le pari ne concerne plus seulement un projet de loi, mais aussi l'indépendance, la dignité et le message constitutionnel de la profession, ainsi que la sauvegarde du droit à la défense, pilier de la justice et de l'État de droit. Fin de citation. Ce projet de loi qui a, rappelons-le, qui a créé un véritable mouvement de contestation, et ce, depuis plusieurs mois. Les avocats ne sont pas contents, les avocats sont entrés en grève une première fois, ils ont fait un sit-in devant le Parlement, ils ont fait une autre grève. D'ailleurs, ils sont encore en grève, il me semble, Moustapha Sahimi. Alors déjà, cette commission de justice qui fait passer en deuxième lecture ce projet de loi, donc on a peut-être notre réponse vis-à-vis du mouvement de contestation des avocats. Il ne ferait pas changer ce projet de loi. Non, le gouvernement ne va pas changer de position puisque hier, en deuxième lecture, a été adopté à la Chambre des représentants ce projet de loi qui avait fait donc le circuit de la navette entre la première chambre, la deuxième. Oui. Et donc voilà. Alors c'est un projet de loi qui pose un gros problème qui est le suivant. Il faut rappeler que les avocats sont des auxiliaires de justice. Pas des fonctionnaires, des auxiliaires de justice. Ils participent donc au système judiciaire. La justice au Maroc, c'est un pouvoir judiciaire. Elle a été érigée, avant c'était une autorité, depuis la Constitution de 2011, elle a été érigée en pouvoir judiciaire, à côté du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif. Et ce qui est important, c'est l'article 107 de la Constitution qui prévoit expressément l'indépendance de la justice. Voilà. Et qui est le garant de l'indépendance de la justice? C'est Sa Majesté le Roi. Il faut rappeler ce cadre-là. Bien. Les avocats se situent précisément dans le droit fil de cette disposition de la Constitution, les articles 107 et suivants, et ils se sont mobilisés
vent debout contre un projet de loi qui a été préparé dans des conditions extrêmement critiquables. Mon interrogation est celle-ci. Je ne comprends pas qu'un avocat qui a exercé depuis plus d'une vingtaine d'années, qui est actuellement ministre de la Justice, se soit entêté et enfermé dans une équation d'impopularité, de refus du dialogue et d'absence de concertation. La concertation est prévue dans le cadre également de la Constitution de démocratie participative. Comment voulez-vous faire adopter une réforme de la profession d'avocat alors qu'il y a 16 000 avocats au Maroc qui se sont mobilisés depuis des mois et des mois contre ce projet de texte? Alors ça, pour moi, c'est une énigme. Mais là, la réaction du Conseil de la concurrence, elle est intéressante, Mustapha Sahimi. Le Conseil critique les conditions d'accès prévues par le projet de loi. Le Conseil aussi rejette l'idée d'une profession saturée. Il n'y a pas trop d'avocats au Maroc. Et le Conseil aussi donne des recommandations, le Conseil de la concurrence. C'est intéressant que cette prise de position du Conseil de la concurrence. Pourquoi ? Parce qu'il s'est saisi de ce projet de loi, il a donné un avis qui est significatif. Vous l'avez dit, ce qui est critiqué, ça porte sur un certain nombre de points. La limite d'âge fixée à 45 ans. Il faut supprimer cette limite d'âge. Pourquoi ? Parce que ça ferme les possibilités de recrutement et ça ferme les possibilités d'adhésion d'un certain nombre de gens à la profession d'avocat. Qui ? Les anciens magistrats qui prennent leur retraite, les professeurs d'université, des experts, etc., qui, sur ce plan-là, peuvent apporter une expertise, une valeur ajoutée. Deuxième élément aussi relevé par le Conseil de la concurrence, c'est l'obligation d'un master Bac plus 5. Il propose un Bac plus 3. Ma position personnelle, si vous me la demandez, mais je vais vous la dire, même si vous ne la demandez pas, il faut rester au Bac plus 5. Je suis suffisamment dans ce corps-là et dans le périmètre juridique pour savoir qu'un Bac plus 3, c'est insuffisant pour exercer le métier d'avocat, même s'il y a une formation. Il faut rester à Bac plus 5 avec un concours. Il ne faut plus qu'il y ait les conditions actuelles, il faut qu'il y ait un concours, mais un concours transparent. Un concours transparent et rigoureux, ce qui n'a pas été le cas, je puis le dire en termes diplomatiques, voici 3 ans, lors du concours national qui avait été ouvert, où on avait relevé un certain nombre d'insuffisances pour ne pas parler d'autre chose. Il y a aussi le sous-équipement, évidemment, du royaume pour ce qui est de l'offre d'avocats. Le Conseil de la concurrence a donné un chiffre, il a dit nous avons au Maroc un avocat pour 2300 habitants, en Espagne c'est un avocat pour 319, en France c'est 1 pour 500. Il y a là une piste stratégique d'élargissement du métier d'avocat et de l'offre que peut présenter cette profession à l'endroit des justiciables. Oui, mais ça dépend des justiciables où ils se trouvent géographiquement. Oui, parce qu'un justiciable à Tafilalet, ce n'est pas un justiciable à Casa ou à Rabat. Plus il y a d'avocats, plus il y a possibilité de rapprocher le justiciable et permettre l'accès, donc la disponibilité d'avocats. Donc voilà un débat de fond. Ce texte va être publié au bulletin officiel et c'est un texte de rejet. C'est un texte qui fait partie d'un rejet total des avocats et qui est une régression. Est-ce que l'avis du Conseil de la concurrence pourrait changer quelque chose à ce projet de loi? Donc le projet de loi, il passe. On est à quelques semaines de la fin de cette législature. Il va être publié au bulletin officiel. Il a été adopté hier en deuxième lecture par la Chambre des représentants, laquelle Chambre des représentants va le transmettre. Donc c'est dans les prochains jours, il va être publié au bulletin officiel. Qu'est-ce que ça va changer pour les avocats? Ça change qu'ils vont être confrontés un texte qui ne valide pas, et ça crée un climat tout à fait détestable au niveau de la profession, mais aussi au niveau du climat juridique. Qu'est-ce que c'est que ce pays, quand même, où il y a une réforme de la profession d'avocat qui se heurte à l'opposition totale, la quasi-majorité des 16 000 avocats. C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe pour notre état de droit. Mais pourquoi le ministre de la Justice évoque cette fameuse loi Gafi sur justement
le financement. Le financement illicite et la transparence. Donc, il prétend que ses confrères, parce que rappelons qu'il était avocat avant d'être ministre, donc qui pourraient peut-être faire des pratiques. C'est une stigmatisation d'un corps qui est un corps de justice, un corps qui est un des piliers de l'état de droit dans ce pays. C'est pour ça que sa référence au GAFIN était tout à fait implaidable et irrecevable. C'est par l'adhésion du corps des avocats que l'on peut avancer, qu'on peut consolider l'état de droit, consolider également l'indépendance de la justice, parce que cette réforme aussi, c'est un contrôle réglementaire sur l'exercice de la profession d'avocat. Et ça, c'est inacceptable. Et je ne doute pas qu'à terme, ça posera beaucoup de problèmes. Et puis, quel signal vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis du climat d'affaires, de la sécurité juridique, quand, pour ce qui est de l'analyse du risque pays, vous avez une situation telle qu'il y a 16 000 avocats qui sont contre un projet de loi qui va être publié prochainement au bulletin officiel. Alors, en attendant, vous le disiez à très juste titre, Khadija Jannati, effectivement, la campagne a bel et bien commencé, même si, bon, légalement, normalement, elle ne devrait pas commencer, mais on le voit. Les meetings se répètent. Chaque semaine, on a un meeting d'un parti politique. Là, en l'occurrence, cette semaine, il y a eu un nouveau meeting, cette fois Marrakech, du RNI, après celui, il me semble, dans l'Oriental, une semaine avant. Cette nouvelle sortie du membre du bureau politique du RNI, accessoirement, il est aussi président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El-Alami, qui commente le mercato préélectoral. Et pour lui, certaines personnes contrariées ou peu satisfaites de cette cohésion et de cet esprit qui règne au sein du Rassemblement national des indépendants ont quitté le navire. Je vais m'arrêter là, déjà, sur le choix des mots. Nous avons avec nous une experte en communication et en affaires publiques. Khadija, qui quitte le navire ? Écoutez, Rachid Talbi El-Alami a l'habitude de faire des sorties et d'usage de mots qui vont choquer. Je pense que c'est son style un peu de communication, c'est son style d'être, on va dire, pour s'assurer de rester dans les esprits. Rappelons-nous sa fameuse déclaration voilà, j'ai de Pierre Dagbon Abdel Hajjaj. Donc en fait, il va toujours aller utiliser des mots, des expressions qui vont choquer, mais dont on va se rappeler en réalité. Et donc cette déclaration ne déroge pas à cette on va dire, à cette habitude-là, à cette façon de communiquer qui est la sienne. Maintenant, effectivement, le choix des mots est important. Quitter le navire, il parle juste après de trahison de confiance. Et voilà, c'est la deuxième partie. Je peux qualifier cela de trahison ou de trahison de la confiance qui leur a été confiée. Il parle d'anciens militants du RNI. Absolument. C'est-à-dire qu'on est d'abord dans une sacralisation de l'appartenance politique qui, à mon sens, elle est importante, mais ne peut pas être sacralisée de cette manière. En général, quand on rejoint un parti politique, c'est quand on voit dans son projet de société quelque chose qui nous parle, une concordance avec nos principes, nos valeurs, et puis aussi, c'est qu'on a envie de contribuer à la mise en œuvre de son idéologie. Alors, à un moment, c'est très légitime que certaines personnes puissent quitter le navire, comme il dit, puissent, de manière, à mon avis, plus mesurée, choisir de ne plus faire partie de ce projet de société ou de ce projet politique si on voit certains, peut-être, dysfonctionnements ou juste qu'il n'y ait plus de cohérence avec, entre les déclarations d'intention et la réalité. Donc, je pense qu'il ne faut pas enlever à des militants de changer d'avis, on va dire. Maintenant, la transhumance, parce que là, finalement, ça fait référence à la transhumance, le mercato, comme vous l'avez bien... parce qu'on est en pleine Coupe du Monde, donc on va dire que ça a déteint un peu sur... La terminologie footballistique va prévaloir, et donc, effectivement, c'est des choses qu'on voit, bien que la Constitution, effectivement, marocaine 2011 a traité ce sujet-là, mais on continue de voir, elle a traité d'une certaine manière un député qui change de parti politique perd son siège, et donc c'est une façon de dire que... Pendant la législature
candidature. Absolument, tout à fait. Et donc, justement, la seule fenêtre, j'ai envie de dire, temporelle qui leur reste de quitter les navires, c'est pendant la période électorale. J'ai envie de dire que c'est légitime, préélectoral, j'ai envie de dire que c'est légitime lorsqu'il n'y a plus cohérence avec le projet qu'on porte, les valeurs qu'on porte et ce qu'on voit être implémenté. La réalité, malheureusement, est très nuancée parce que souvent, le mercato est motivé, ou les changements de partis politiques sont motivés par des... qui donnent le plus. Donc, c'est des négociations... qui donnent en termes de portefeuille. Bien, oui, enfin... j'allais finir. Il y a aussi les partis politiques qui cherchent ceux qui vont donner aussi. Parce une campagne électorale, vous le savez, hein, il faut bien la financer. On rentre dans une logique de négociation. Oui, voilà. Et donc, on n'est plus dans une logique de valeur, de projet politique, d'idéologie, mais on est dans une logique de négociation. Ce qu'il y a, où, comment, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Et donc... je pense qu'il y a un vrai sujet à propos de cela. Pour moi, ce n'est pas une trahison, mais je pense que c'est un sujet à traiter avec beaucoup de sérieux. Et si aujourd'hui on est dans un contexte qui fait que c'est un sujet qu'il faut adresser, il faut l'adresser aussi avec des lois. Le gouvernement, sur cette législature, n'a pas été capable d'adresser ce sujet en temps et en heure. Il y a eu une impression de vouloir réformer le code des élections ou la loi des élections à la suite des démonstrations ou des manifestations de la Gen Z. Rappelons-nous ce mouvement qui avait été né à ce moment-là, mais qu'on a vu s'essouffler très rapidement. Et d'ailleurs, je suis incapable de savoir où est-ce qu'on en est sur cette initiative. Ouais. Ça veut dire que ça reste du conjoncturel et que tout comme cette déclaration qui reste réellement conjoncturelle et qui ne s'inscrit à mon sens pas du tout dans une vraie volonté d'encadrer ces mouvements entre les partis politiques de manière saine et de manière, on va dire, constructive pour le paysage politique marocain. Je voudrais réagir sur ça, si vous le permettez. Je voulais faire réagir Hicham Ben Saïd Alaoui, mais réagissez, Sissimi. Faites donc. Sur cet aspect-là, ça serait intéressant d'avoir la radioscopie des parlementaires du RNI aujourd'hui. Et ils viennent d'où? Il y a eu beaucoup de transhumance. Bah oui. Le RNI a profité de la transhumance d'un certain nombre de parlementaires, etc. Deuxième observation, pour finir, c'est intéressant que le président de la Chambre des représentants, Jtal Almi, tire cette sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu, il y a péril en la demeure. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de députés sortants du RNI et d'autres putatifs pour ce qui est des prochaines élections, quittent le parti de la Colombe pour quelle considération? Parce qu'ils estiment que ce parti n'est plus porteur. Pourquoi? Après le départ dans des conditions particulières du président du RNI, voici 5 mois, et ils estiment que ce parti n'est plus armé pour leur permettre une réélection. Quel est le parti qui va profiter de cela? Tenez-vous bien, évidemment, c'est le PAM. C'est le PAM, parce que nous sommes dans Cela n'engage que vous, ce que vous dites. On ne sait pas si c'est le PAM, on ne connaît pas encore les hypothèses de travail que nous allons vérifier le soir du 23 septembre prochain. Même avant. Mon hypothèse, c'est que c'est le PAM qui est porteur aujourd'hui, du fait du discrédit relatif qui plombe le RNI et du fait de la situation créée par le départ inexplicable du président du RNI, Aziz Ranouf. Donc c'est ce qui expliquerait l'usage de quitter le navire, à votre avis. Donc le navire du RNI, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une trahison, c'est le libre choix des élus. Mais c'est pour vous, le navire, il est en train de couler, en fait. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, je dis qu'il est en difficulté. Oui, vous avez parlé de feu et de... Oui, non, mais c'est une métaphore. Oui, mais bon, les métaphores ont leur poids et les mots aussi. On ne peut pas reprocher aux élus de calculer quelles sont les meilleures perspectives, les plus optimales pour leur réélection en septembre prochain. Oui, c'est comme si c'était le coach du Real Madrid qui disait non, mais je ne suis pas content que tel ou tel joueur aille au Bayern. Hicham Ben Saïd Alaoui, un commentaire. Moi, j'aimerais juste transposer ma lecture très économique des choses par des formations professionnelles. Est-ce illégal de quitter un parti? Évidemment non. Est-ce contraire à l'objet social ou règlement intérieur? Évidemment non. On est dans une situation tout à fait légale et tout à fait licite. Si à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il faut voir les choses de manière positive, c'est-à-dire se projeter vers l'avant. Est-ce que le parti a préparé les solutions alternatives, les plans de succession, comme il y a dans chaque entreprise? Le directeur financier démissionne, il part. Vous avez plan A, plan B, plan C, peut-être recrutement de l'externe, peut-être promotion de l'interne. Vous pensez pourquoi justement du plan de succession avec Mohamed Chouki à la tête du RNI?
C'est un sujet peut-être à la tête du parti, c'est différent. Moi, je me suis beaucoup plus intéressé par d'autres fonctions qui sont ceux qui permettent de converger vers un maximum des 395 sièges disponibles. C'est beaucoup plus prégnant parce que c'est sur ça que se gagne une élection aussi. C'est sur le nombre de députés que vous avez. Donc, les députés, ils prennent un pari. Ça peut être un pari gagnant à la Emmanuel Macron, qui a quitté le Parti socialiste, où il était bien établi, et qui aurait pu, par la suite, flopper sa carrière politique, mais il a brillamment réussi par la suite. Pareil à la Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui était ministre du gouvernement Jospin, et qui a créé son parti, qu'il a renommé par la suite, comme il y a eu d'autres transhumances, en France par exemple, qui ont été des couacs monumentaux. Donc pour moi, si je prends le sujet d'un point de vue très fair-play, au parti de préparer la suite et la relève, et les dirigeants du parti sont également là pour préparer la dite relève. Certains quittent à cause de la suite du dirigeant, c'est-à-dire certains ne sont pas contents de l'élection du candidat unique à la succession, puisque vous parlez de succession de Aziz Akhnouch, et c'est pour ça qu'ils quittent, je reprends les termes de Siraj Talbi El-Alami, le navire. Quand vous faites un choix stratégique, par exemple dans le domaine économique, vous êtes rattrapé par le marché. Adam Smith, la théorie de la main invisible. Là, il y a des élections dans quelques semaines. C'est le cas de le dire pour le RN. Le marché, c'est l'électorat. C'est l'électorat. Le marché, c'est l'électorat. On verra très rapidement qui avait raison, qui a été inspiré, qui n'a pas été, qui a fait de la transhumance gagnante, qui aurait mieux fait peut-être de rester là où il est. On verra. Mais ce qui est beau, c'est que les urnes trancheront de la même manière que quand vous faites un choix stratégique dans le domaine de l'entreprise, c'est le marché qui parlera. Est-ce que votre produit a été accepté, pas accepté? Votre slogan publicitaire a été compris, pas compris? On sera fixé peut-être dans quelques mois. C'est votre goût du risque aussi qui compte. C'est factuellement une observation de ce qui va se passer. Mais jusqu'à présent, je le prends d'un point de vue très fair-play, au parti de préparer la suite, aux élus en question de gérer par la suite leur nouvelle carrière. Je ne vois absolument pas de couac ou de problème dans le sujet. Vous bottez en touche? Non, absolument pas. Pour moi, c'est un choix, un choix personnel et c'est un sujet interne à un parti. Khadija. J'ai quand même quelques réserves. J'ai quand même quelques réserves parce qu'on n'est pas justement un parti politique, c'est une idéologie, c'est un projet de société et en principe, on n'est pas sans la carrière qu'on peut avoir au sein d'un parti politique ne doit pas être limitée à faire des élections et réussir des élections. C'est une institution qui a aussi un rôle d'encadrement, de lancer des débats, de défendre des intérêts et de poursuivre le travail vers un idéal qu'on a envie de construire. Or, lorsque on fait le choix de quitter un parti politique parce qu'on n'a pas ou parce qu'on a plus de chances de réussir une élection au sein d'un autre parti politique, c'est qu'on n'est pas tout à fait dans l'objectif de l'engagement politique, de l'engagement partisan. Donc j'entends la nuance avec l'entreprise, le rapprochement, le comparatif avec l'entreprise, mais je pense qu'il y a une vraie nuance à faire, surtout que nous ne sommes pas encore arrivés à un contexte électoral où il y a suffisamment de maturité des électeurs, où les choix, les décisions se prennent sur la base de programmes qui sont suffisamment bien expliqués, bien exposés, et on est encore dans les votes des notables, dans des soupçons d'achat de voix, et toutes ces pratiques-là. Donc on n'est pas encore dans un espace qui est vraiment mature et qui peut encourager cette liberté totale, on va dire, de changer de parti à la veille d'élection et penser que c'est uniquement un sujet de liberté personnelle. Alors, entreprise et parti politique. Pourquoi je parle de ça? Rapidement, Hicham Saïd Alaoui, votre commentaire, puisque vous avez parlé du monde de l'entreprise. C'est une déclaration assez intéressante du ministre délégué en charge de l'investissement. Il est accessoirement aussi membre du bureau politique du RNI, Karim Zidane, qui parle du parti qui s'efforce, donc bien sûr de la Colombe, qui s'efforce de rendre les opportunités d'investissement accessibles à toute personne disposant d'une idée et d'un projet, et non uniquement à ceux qui possèdent des garanties. Fin de citation. Commentaire, Hicham. J'aurais 3 commentaires pêle-mêle. Le cadre législatif, notamment la loi sur la SARL, la loi 596, modifiée, complétée par diverses lois par la suite, a de fait levé l'obligation de capital social minimal. Vous pouvez créer une société factuellement aujourd'hui à 1000 dirhams, à 2000 dirhams. Donc, en termes de barrière à l'entrée, vous pouvez créer votre structure. Et donc, si vous êtes porteur, pour paraphraser M. Zidane, si vous êtes porteur d'une idée et d'un projet, vous pouvez, en quelques semaines, créer votre entreprise en ligne dans une large mesure, puis quelques démarches en physique, et vous créez votre entreprise. Donc, sur ce volet-là, oui, je suis d'accord. En revanche, lorsqu'il parle des personnes qui ont uniquement des garanties, je pense qu'il fait référence à la notion de financement bancaire, parce que c'est au niveau du financement bancaire qu'on va, le cas échéant, vous demander des garanties. Et là se pose mon deuxième commentaire. Une banque
pour éluder tout ce débat d'emblée. Une banque demeure une entité privée, qui a un actionnariat privé, qui a une obligation de rentabilité. Une banque, je la comprends, et désolé si mon discours est un peu offensif, un petit peu trop libéral, une banque, je comprends qu'elle puisse miser sur des dossiers, soit ultra verrouillés par des garanties, parce que le coût du risque serait inférieur, ou bien sur des projets qu'elle juge novatrices. En tout cas, le libre arbitre et le libre choix des banques demeure souverain et totalement discrétionnaire au niveau des banques. Donc, pour mon troisième commentaire, pour répondre à M. Zidane, si on devait aller dans le sens d'encourager davantage des personnes et des idées, je pense que ce serait soit via une banque publique, soit via une contre-garantie de l'État pour un type de projet, par exemple dire pour telle catégorie d'âge, pour tel niveau de diplôme, pour telle reconversion professionnelle, si vous lancez votre projet, l'État vous finance à hauteur de 90. Il y a eu des initiatives, par exemple d'Aman Relance, d'Aman Oxygène, des choses ont été faites, mais si ça s'adresse à des organismes privés, bien entendu, je pense qu'il n'y a personne qui peut aller voir une banque et lui dire donne plus de crédit. Mais les subventions, c'est-à-dire c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on en a déjà parlé même avec vous sur ce même plateau. Si on n'a pas le financement de la banque, on ne peut pas jouir non plus des encouragements de l'État, notamment via la nouvelle charte de l'investissement. C'est-à-dire la subvention de l'État, elle vient. Mais avant, il faut déjà financer son projet. Ici, il n'y a pas d'autres commentaires sur l'investissement. On va passer sur un commentaire de... Oui, Sahimi, mais rapidement, c'est Sahimi. Bien sûr, vous savez que je suis bref. L'idée, c'est de mettre sur pied une banque publique pour répondre précisément à cette catégorie de citoyens. Et ça, évidemment, ça se heurte aux résistances du lobby bancaire privé. Franchement, en une phrase, je pense qu'il y a des choses. Enfin, on a Welcome quand même qui est créé pour apporter ce type de subvention, mais même ces initiatives publiques, elles ne vont pas dans le sens de la déclaration du ministre. Aujourd'hui, on peut aller même plus loin. Cette charte de l'investissement, la banque de projets qui a été mise en place, l'initiative spécifique pour encourager des projets dans le secteur du tourisme. Il y a énormément d'initiatives, mais à mon sens, ce qui manque réellement, c'est cette réelle volonté politique d'être dans de l'investissement inclusif. Je ne vois pas une réelle volonté politique d'être dans cet investissement inclusif où on va mettre peut-être des quotas et où on va aller mettre l'argent là où il faut. Comme le ministre disait, les idées, je ne vois aucun encouragement des idées. Il faut aller juste voir les investissements, les subventions vont en général sur des industries, donc c'est fortement capitalistique, et sur des industries qu'on connaît. J'ai vu très peu, voire pas, de projets qui sont venus avec des idées novatrices et qui ont été vraiment accompagnés et financés dans le cadre de tous ces programmes incitatifs. Donc voilà, pour moi, ce qui manque réellement, c'est cette vraie volonté politique de faire de l'investissement inclusif. Inclusif et qui inclut la jeunesse. La jeunesse qui, pour Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, une jeunesse qui ne rêve pas ne peut bâtir son avenir. Rapidement, un commentaire concis sur notre jeune ministre de la Jeunesse, sur la jeunesse marocaine, Hicham Ben Saïd Alaoui. Moi, je suis d'accord avec lui sur cette déclaration, sur un sujet peut-être personnel, parce que j'ai des jeunes à la maison. Et contrairement à moi, ma propre éducation, où par défaut, il fallait faire des études pour s'en sortir ou pour améliorer son niveau de vie, vous avez beaucoup de débats avec vos jeunes qui vous demandent le concept très anglo-saxon de why. Pourquoi je dois faire les choses? Alors que de mon temps, ces questions ne se posaient pas forcément. Il faut être médecin, il faut être ingénieur, il faut tenter d'être journaliste, il faut tenter de faire une profession manuelle tout à fait respectable, mais essayer d'avoir quelque chose pour prendre un crédit, pour acheter une voiture, pour acheter une maison. Ce mode de pensée n'est absolument pas celui de beaucoup de jeunes. Et donc, le fait de se poser cette réflexion en amont, qu'est-ce qui motive un jeune? Qu'est-ce qui permet à un jeune d'avancer? Lui vendre un business model qui a été le mien il y a 30 ans, ne parle pas à mes enfants, par exemple. Donc, déjà, se poser la réflexion en amont sur le rêve, sur le questionnement, je trouve ça salutaire. Après, d'un point de vue plus concret, effectivement, il y aura un débat sur comment faire rêver davantage les jeunes. Qu'est-ce qui motive un jeune d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un jeune d'aujourd'hui? Question philosophique. Est-ce qu'un jeune de telle ville de 3 millions d'habitants, c'est le même jeune de telle région où il y a 50 000 habitants? Est-ce que c'est c'est les mêmes réflexes, le même mécanisme de pensée? Bien sûr, on est tous marocains, il y a un socle commun, mais bien entendu qu'il y a des spécificités locales. Donc, la réflexion en soi, je la trouve très salutaire, plutôt que de prendre for granted, comme diraient les anglo-saxons, ce que devrait être un jeune. C'est Montesquieu dans l'Émile ou d'éducation qui disait il ne faut pas s'adresser à un jeune comme un petit adulte. C'est un jeune, c'est un enfant, il faut le gérer en tant que tel. Après le comment, je pense que le séquencement mérite d'être approfondi.
Khadija? Alors c'est intéressant parce que j'ai eu écho de cette déclaration. Elle s'est passée il y a quelques jours en marge du festival Gnawa, dans le forum justement de la jeunesse qui était en marche. Et j'ai eu écho de cette déclaration du ministre quand il a dit précisément une jeunesse qui ne rêve pas ne peut bâtir son avenir. J'ai eu écho d'une journaliste qui a pris la parole pour lui poser la question « Et monsieur le ministre, que faites-vous pour faire rêver les jeunes ?» Et il n'y a pas eu de réponse en réalité. Donc j'aimerais bien, dans une prochaine déclaration de monsieur le ministre, qu'il réponde à cette question de cette journaliste, mais aussi à cette question qu'on se pose tous et toutes, que fait justement ce gouvernement de manière générale, mais surtout un ministère qui est en charge de la jeunesse pour faire rêver ces jeunes. Surtout quand on voit qu'il y a cette conscience de nécessité de rêve. Quel est l'idéal des jeunes Marocains aujourd'hui? Comment ils se projettent? Quels sont les modèles que la société est en train de leur donner? Vous en avez parlé tout à l'heure, on les a entendus. On les a entendus en septembre-octobre dernier. La Gen Z a parlé. Les jeunes du Maroc ont parlé. Oui, mais clairement, ils ont parlé et on a eu l'occasion de réagir justement aux différentes prises de parole de ces jeunes, aux différents messages. Et malheureusement, quelques mois après, on a oublié ces discussions, on a oublié ce débat. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie responsabilité de ce gouvernement, notamment du ministère, de s'adresser réellement aux jeunes. Ce n'est pas le pass jeunesse qui va changer la vie des jeunes au Maroc. C'est la nécessité d'avoir des modèles, de les inspirer, de créer justement des espaces où ils peuvent d'abord s'exprimer. Honnêtement, aujourd'hui, en 2026, on voit beaucoup moins d'espaces d'expression de jeunes qu'on en voyait Mais les partis politiques sont créés pour ça. On est tout à fait d'accord. Et donc, justement, il faut les mettre face à leurs responsabilités. Et on n'arrête pas de dire que le rôle des partis politiques, c'est d'être ces espaces de débat qui favorisent les échanges. Malheureusement, on voit comment les jeunesses des partis politiques ont été réduites à des réseaux, on va dire, de négociation et d'utilisation et qui vont être justement mobilisés par les uns ou les autres pour défendre les uns ou les autres. De backstabisme aussi, il faut le dire. Et des forces qu'on va activer au moment où on a besoin de voix. Et donc, malheureusement, la majorité, on va dire, des ensembles, des écosystèmes des jeunes qui sont censés fueler ce rêve de jeunesse marocain ont été vidés de leur essence. Si le ministère de la Jeunesse devait prendre à bras-le-corps un sujet, c'est bien celui-là, faire rêver les jeunes, leur donner un idéal pour arrêter de penser que l'idéal étranger et celui qu'on a besoin d'adopter. Alors, en tout cas, ils nous ont fait rêver cette semaine. Ce sont nos lions. Brokalina, elle est méritée. On a été qualifiés, c'est une qualification méritée, arrachée, bien sûr, avec du talent, avec bien évidemment aussi cette endurance de nos lions et aussi ce moral d'acier qu'ils ont. On avait vraiment une équipe finaliste, si ce n'est des champions du monde qui ont affronté donc les Hollandais et qui affrontent demain, Inch'Allah, le Canada. Mais on a aussi eu d'autres équipes qui ont, pour certaines, quitté l'aventure. On va parler notamment de ce match. C'est une vraie drama grecque. Ce match Belgique-Sénégal. Hicham Ben Saïd Alaoui, commentaire sur ces déclarations de Rudy Garcia, sélectionneur de l'équipe de Belgique. On connaît ces équipes-là, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but. Ce qui est, à mon avis, une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Il y a beaucoup d'erreurs de communication dans cette phrase. Il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé, effectivement. C'est pour ça que je n'allais pas aller sur ce terrain-là. Mais d'emblée, lorsque vous dites ces équipes-là, quel que soit votre mode de pensée, vous êtes dans l'amalgame. Quel que soit c'est-à-dire même en expliquant sa pensée en disant des équipes qui jouent supposément ce qu'on appelle un bloc bas, c'est-à-dire qui sont sur la défensive, elles finissent par se déconcentrer, quelle que soit la nationalité. Et honnêtement, je n'ai pas envie de faire un procès d'intention à M. Rudy Garcia, parce que lui-même a eu à gérer beaucoup de vestiaires très très cosmopolites, et notamment dans son équipe de Belgique. Donc honnêtement, je ne lui ferai pas du tout ce procès. Je lui dirai juste que les amalgames de manière générale, ces équipes-là, ça ne mène pas forcément loin. Il vaut mieux parler de son adversaire du jour. Ça, c'est le premier grief que je lui fais. Le deuxième grief, franchement, là, on a jeté par-dessus la fenêtre tous les concepts basiques de confraternité. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. C'est un tacle direct envers un confrère. Et ça, dans tout domaine que ce soit. Je pense au contrôle de professeur Sahimi. Même lorsque vous avez un débat virulent avec un avocat, par exemple,
c'est très dur de dire ça, dans un devoir de confraternité. Moi qui suis expert comptable, vous avez un devoir de confraternité qui est une charte. Et dans tous les domaines, un médecin, un avocat, un journaliste. Donc là, en termes de déclaration, disons que c'était l'émotion du moment, disons que c'est une orientation. Il s'est rattrapé. On a dit qu'effectivement, quelques jours après, il a rectifié le tir et il a posté sur les réseaux sociaux qu'il ne visait ni les équipes africaines, ni asiatiques, ni sud-américaines, ni d'aucune région en particulier. Petite précision très rapide, ça c'est aussi l'américanisation de certains débats, parce que dans le foot occidental, on ne tend pas un micro à un coach sorti d'un match. Il a le temps d'aller voir ses joueurs, de boire un peu d'eau. 3-4 minutes lorsque vous avez vécu l'adrénaline de votre vie, ça peut donner ce type de déclaration, ou la déclaration du sélectionneur écossé. Donc c'est aussi quelque chose à laquelle on doit s'habituer. C'est la contrainte du direct. Alors, il y a aussi la déclaration du sélectionneur de l'équipe du Sénégal. Pour nous, il n'y avait pas pénalty encore. Après, les joueurs, ils ont essayé de contester, c'est leur droit. Bon, après, il y a contestation et contestation. Hicham Saïd Alaoui. Moi, je salue le flegme. J'aurais adoré avoir ce même flegme ici il y a quelques mois à Casablanca où les mots étaient autrement plus offensifs. Et les attitudes aussi, même le regard, le faciès. Alors, M. Pape Thiaw, il a réussi un exploit. C'est la première fois de l'histoire de la compétition, qui a commencé en 1930, qu'une équipe dans un match à élimination directe, qui mène 2-0 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, ne se qualifiait pas. Ça n'était jamais arrivé. Donc là, c'est un authentique exploit. Et tout y était. Il y avait un coaching très approximatif. Sortir Pape Gueye, qui était le buteur lors de la finale face à nous, qui faisait un match venu d'ailleurs, qui jouait avec la Real, et donc son vis-à-vis, notamment Thibaut Courtois, qui joue au Real, le connaît très bien. Vous avez des stars qui doivent rester, ne serait-ce que par leur aura, comme Sadio Mané, qui a été remplacé. Ah là, honnêtement, moi je peux me permettre de le dire, je ne suis pas un confrère de M. Thiaw, mais honnêtement, en termes de gestion du match, c'était pas loin de la perfection, mais dans l'autre sens. C'était tout y était. Tout ce qu'il fallait faire. Un cas d'école. Oui, c'est un cas d'école de ce qu'il ne fallait pas faire, malheureusement. Même Stafa Srimi, il commente le football quand il s'agit d'aberrations comme celle-ci, comme les choix de Pape Thiaw. 20 millions d'habitants, honnêtement, je suis très déçu pour mes amis et frères sénégalais, et ils méritent mieux que ça. Ah oui, justement, il y a certains joueurs qui ne veulent plus jouer tant que le staff technique est le même. Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination, mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause avec la sélection. C'est le milieu de terrain, Pape Gueye. Que je citais, qui joue à Villarreal, qui faisait un match venu d'ailleurs, qui tenait la baraque, qui fait 1m90. Il a connu toutes les équipes de France en jeune, puis il a choisi le Sénégal par conviction. Brillant joueur, pied droit, pied gauche, vista, athlétique. Encore une fois, c'est lui qui avait marqué le but sur le terrain avant la finale, avant que le Maroc ne remporte la compétition par la suite. Donc là, franchement, quand j'ai vu le changement de Pape Gueye, c'est authentifié sur des gros poids, j'ai dit, mais je ne comprends pas. C'est un des pires coachings que j'ai vu. Résultat des courses, 4 pays africains sont maintenant sortis de... Ah oui, l'Algérie éliminée très tôt ce matin, heure universelle, bien sûr, par les Suisses. 2-0. Un score qui vous a étonné rapidement, Hicham Saïd. Un commentaire sur ce score, j'allais dire, justement. Tout ça pour ça, parce qu'il y avait un débat sur le 3e match, sans revenir sur le tenant, les aboutissants. Alors, tout avec ça contre l'Autriche, oui. Mais là, c'était un peu quelconque. L'Algérie a des super joueurs, notamment Riyad Mahrez, dont la grand-mère est marocaine, par exemple. Arabi Ben Sbaïn, le défenseur. Aïssa Mandi, super joueur. Un très bon sélectionneur, qui était en Suisse il y a encore quelques mois. Honnêtement, par rapport au potentiel économique de ce pays, au potentiel de joueurs, au potentiel sportif, au socle de binationaux dont il dispose, il mérite tellement mieux. Donc je pense que ça dépasse le cadre sportif. Il y a certainement peut-être un écosystème à trouver, mais honnêtement, ils pourraient faire mieux, mais malheureusement, ils ne font pas mieux. Ça va poser un gros problème au discours officiel d'Alger à propos du mondial et du reste. Alors, rapidement, pronos, match de demain, Maroc-Canada. Hicham. Nous n'avons jamais été favoris dans un match à élimination directe. C'est la première fois de notre histoire que nous le sommes. Il faut digérer ça. Si nous digérons ça, je pense qu'il y a au moins 2 buts d'écart. 2 buts d'écart, donc 2-0 ou 3-2. 3-1. 3-1 pour Hicham. 2-1 pour Mustafa Srimi. Je vais aller dans le sens du 2-1. Du 2-1. On va certainement suivre et bien sûr soutenir nos Lions. Beaucoup de Marocains ont fait le déplacement à Houston pour soutenir les Lions de l'Atlas qui vont donc affronter demain l'équipe canadienne. Sir Djima Maghreb. Merci beaucoup, Madame Khadija Idrissi Janassi. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, professeur Maître Srimi. Merci à vous. Et merci à vous aussi, Hicham Ben Dima Maghreb. Djima Maghreb. Merci à vous. Très bonne soirée, excellent week-end et Djima Maghreb.